Depuis 1960, la République démocratique du Congo a connu plusieurs générations politiques. On est passé de la génération Lumumba à la génération des Mobutistes, des mouvanciers, en passant par la génération des Kabylistes. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle tendance, d'une nouvelle génération. Mais cette fois-ci, nous avons constaté qu'il y a aussi des élites. Dans cette nouvelle génération, oui, des élites, des jeunes qui se distinguent de par leurs convictions politiques, non seulement ça, mais aussi, surtout, par l'argumentaire avancé à chaque prestation. Je parle d'un jeune qui s'inscrit positivement dans l'histoire politique de notre pays. Il fait parler de lui à travers les plateaux de télévision. Nous avons pris l'option de le recevoir sur ce plateau. Il s'appelle Jagast Djamba. Il est juriste, mais très convaincu, totalement ancré dans la vision politique de Jean-Pierre Bemba et de son parti Mouvement de Libération du Congo. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous tenir ce plateau de dossiers d'État. Oui, parce que nous allons parler d'État, nous allons parler des questions cruciales qui touchent justement notre pays, la République démocratique du Congo. Et ce sera avec un invité de marque que nous recevons ce jour, je le dis. Il s'appelle Maître Jagast Djamba. Il va faire son entrée sur ce plateau et nous allons le recevoir. Vous pouvez avancer, Maître. Bonjour Maître, comment allez-vous? Bonjour monsieur le journaliste, ça va très bien. Maître Jagast Djamba, un bembiste ou un simple membre du MLC? Maître Jagast Djamba, avant tout congolais, patriote. Ok. Maître Jagast Djamba, politique par vocation. Maître Jagast Djamba, membre du Mouvement de Libération du Congo. Politique par vocation, ce n'est pas par opportunisme. Non, non, pas du tout. Maître Jagast Djamba, membre du Mouvement de Libération du Congo, parti politique, Ok. avec les idéologies, avec une vision pour ce pays. Et vous n'êtes pas bembiste, vous êtes simplement membre du parti MLC? Non, le bembisme est un courant. Est un courant. Le MLC est la plateforme qui regorge tout le monde. Ok. C'est-à-dire, si je dis le bembiste, c'est comme si je réduisais la chose. Ça veut dire, bembiste est un des noyaux dans l'ensemble MLC. Vous voyez, parce que là-dedans, vous avez également, au sein du MLC, bien sûr, vous avez même une organisation dénommée les bembistes, et tout le reste. Mais alors, le tout, parce que vous n'avez pas que les bembistes, dans le tout, vous avez une grande plateforme appelée Mouvement de Libération du Congo, dont les fondateurs est justement Jean-Pierre Bemba Gombo. Et comment se porte le parti MLC à l'heure actuelle, à l'heure des enjeux, de la situation à l'est du pays, du dialogue qui profile à l'horizon, mais aussi de cette coopération américaine, parce que ce sera de sujets autour desquels nous allons discuter. Comment se porte votre parti, le MLC? Le MLC, à ce jour, se porte très bien. Sur le plan interne, il y a l'organisation qui s'intensifie, parce que vous savez que tout parti politique concourt à l'accession au pouvoir et à sa sauvegarde le plus longtemps que possible. Le MLC ne s'est pas écarté de cette ligne. Nous sommes dans une grande plateforme que vous connaissez, l'Union sacrée de la Nation, qui consiste à soutenir le président de la République dans sa mission, dans ses missions, je vais dire, régaliennes. Et aujourd'hui, face à la situation critique de notre pays, le MLC se tient aux côtés du président de la République. Et le MLC, à ce jour, tant sur le plan des valeurs fondamentales de la République et au niveau de sa structuration interne, nous sommes au beau fixe parce que les fédérations s'organisent, je vais dire, les structures spécialisées telles que la Ligue des jeunes aussi, ça s'organise et s'intensifie. Et nous nous tenons non seulement aux côtés du président, mais également du côté de la République, de sorte que, au cas, alors, il n'y aura pas de manœuvre, ou je veux dire, il n'y aura pas de velléité expansionniste de qui que ce soit qui pourrait, je vais dire, mettre le pays à terre. Donc le MLC, parti politique, existera pour justement défendre les intérêts du Congo. Hier, au sein du MLC, nous avons connu des jeunes, des élites, comme Germain Kambinga, Yves Kissombe, il y a celui qui a intégré Jean-Jacques Mamba. Est-ce que nous pouvons nous dire qu'aujourd'hui, Jagast Djamba représente une nouvelle génération des élites au sein du MLC? Sans pour autant attaquer les aînés, je respecte leurs convictions. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus dans le parti, on n'espère pas que demain vous pouvez... Non, ils savent pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dans le parti.
Ils savaient pourquoi ils étaient venus à MLC. Aujourd'hui, ils savent pourquoi ils ne sont pas dans le MLC. Je pense qu'ils ont des bonnes raisons pour lesquelles, écoutez, on est en politique et aussi en RDC, les libertés des pensées, d'expression, surtout d'association, sont tellement garanties. Ils ont des raisons qui ont... Et on espère que vous ne partirez pas aussi à un moment donné. Je ne suis pas au MLC aujourd'hui. Je suis au MLC, ça fait 9 ans. Et aussi, ça faisait longtemps qu'ils étaient au sein du MLC, mais ils sont partis quand même. C'est comme ça que je dis, à chacun son parcours, à chacun sa destinée. Chacun sait comment est-ce que Dieu l'a appelé en politique, si seulement ils ont été aussi appelés en politique. Chacun sait pourquoi il est en politique. Chacun sait ce pourquoi il se bat. Alors, nous n'avons pas tous les mêmes destins. Nous sommes, je vais dire, ils sont... Vous restez ancrés au sein du MLC. Ils sont passés par où je suis aujourd'hui. Ils sont passés par là. Moi, je le suis. Et donc... je ne peux pas ici dire qu'ils ont automatiquement mal ou bien fait. Ils ont des raisons. Et moi, pour ma part, à mon niveau, je suis MLC et je sais pourquoi je suis MLC. Et vous restez MLC? Je suis du MLC, je suis MLC. Et vous resterez aussi MLC? Je vous ai dit, je suis MLC. Je suis du MLC. C'est tout dire. Très bien. Installez-vous, Maître Djagas Djamba. Merci. Voilà. Maître Djagas Djamba, beaucoup de gens vous connaissent aujourd'hui à travers les plateaux télévisés. Vous n'hésitez jamais à chaque plateau de défendre Mordicus, le pouvoir en place, l'union sacrée, votre autorité morale Jean-Pierre Bemba. D'abord, les gens voudraient savoir qui est réellement Maître Djagas Djamba, du point de vue politique et du point de vue scientifique. Je sais que de manière scientifique, nous pourrons l'aborder le long de cette émission, mais on veut savoir d'abord qui est Maître Djagas Djamba, d'où est-il parti pour être aujourd'hui ce qu'il est, membre du mouvement de libération du Congo. Très bien. Alors, pour ceux qui nous suivent, politiquement parlant, je vais dire que mon parcours politique, il est quand même très avancé. Bon, il est petit, parce qu'au regard des autres, ce qu'ils ont fait, je ne suis pas encore à leur niveau. Je suis politique par vocation, comme je venais de le dire. Parce que pour ma part, la politique n'est pas forcément une passion. C'est avant tout une vocation. Ça veut dire qu'il faudrait que Dieu vous appelle dans ce domaine. Et pour ma part, ça commence quand? Tout commence d'où? J'avais 3 ans. J'avais 3 ans, j'ai encore l'image. Je suis en famille. Bon père. Il nous réunit. À l'époque, je suis le cadet de la famille. À l'époque, aujourd'hui, je ne le suis plus. J'ai 2 sœurs jumelles qui me suivent, Ketia Omba et Karen Chako. L'une est déjà mariée, l'autre est fiancée. À l'époque, mon père me demande, qui est-ce que tu veux devenir dans la vie? J'ai dit à mon père, ça va peut-être vous faire rire, mais c'était vrai. J'ai dit à mon père que j'allais devenir robot. Oh, ouais. À 3 ans, vous avez dit à votre père que vous devez être robot. J'ai même cette image encore aujourd'hui. On habitait Bandal sur Inga. J'ai dit à mon père que j'allais être un robot. Alors mon père me dira, quand j'ai grandi, il me dit, le jour-là, il est entré dans sa chambre, il a fait une prière à son Dieu. Il a demandé à son Dieu de le garder le plus longtemps que possible en vie parce qu'il avait réalisé que j'étais vraiment un enfant. Comment quelqu'un pouvait penser devenir une machine? En fait, pourquoi est-ce que je disais que j'allais être un robot? Parce que j'avais beaucoup aimé, j'aimais beaucoup, je le prenais pour modèle Robocop. Et Robocop, vous savez, dans le film, Robocop, c'est un justicier. C'est-à-dire, c'est un homme qui veut de l'ordre, qui veut de la justice. C'est ça, Robocop. Et moi, j'ai ça, c'est-à-dire cette passion, dévotion à la justice. Je veux que les choses soient justes. C'est comme ça que je suis. Alors, c'était comme ça que je l'avais dit. Bon, en grandissant, c'est parti, hein, parce que j'avais compris que je ne peux pas devenir une machine. Alors, quand nous sommes arrivés en 2011, j'étais élève en 4e année secondaire au complexe scolaire Monseigneur Moquet. À l'époque, Félix, qu'est-ce que j'ai dit? Étienne Tshisekedi est en campagne électorale. Bon, disons avant de devenir candidat, déjà bien avant, même avant Monseigneur Moquet, quand j'étais à Lisanga, parce que j'avais repris la 4e. Quand j'étais à Lisanga encore en 4e, moi je suivais les mouvements Tshisekedi. J'aimais tellement Étienne Tshisekedi. Je n'étais pas membre de l'UDPS, mais j'aimais la personne du président Étienne Tshisekedi. Et pour ceux qui vont se rappeler à Kitambo, parce que j'habitais Kitambo à l'époque,
Et il y avait toujours un soir où nous nous réunissions avec les amis du quartier. Il y avait Jessie, il y avait Narva, il y avait Glody, il y avait Lionel, il y avait une merveille. Il y avait quand même un bon nombre d'amis. On faisait beaucoup de débats politiques. Et moi, j'étais dedans. Très bien. J'étais vraiment dans ça. Alors, j'aimais tellement Tshisekedi. Quand il a commencé à faire sa campagne, là je suis maintenant Monseigneur Moké, j'allais faire la campagne d'Étienne Tshisekedi même à l'école. Oh. Je prenais des posters, comme ça, des affiches. Des affiches. Une fois, je me rappelle, une dame devant l'école m'a dit, moi, Natika Makambo Bakobomayo, Bakobomayo. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc à l'école, déjà, vous étiez un militant informel sympathisant des l'UDPS. Sympathisant des mais pas membre, je vais dire effectif. Ouais. Parce que j'aimais Étienne Tshisekedi. Alors, il s'est fait qu'un jour, après les résultats tels que proclamés, nous, on était dans les échauffourées à Kitambo, les gens vont se souvenir, on n'avait pas accepté le résultat. J'ai vu de mes propres yeux comme ça, quand la police est venue pour disperser les foules, on a tiré, je ne sais pas c'était quoi qu'on avait tiré, mais après j'ai vu quelqu'un tomber. Je pense que cet homme était mort, je ne sais pas trop qu'est-ce que mais nous on avait fui, parce qu'on avait tiré et tout ça. C'était resté en moi, j'avais dit, ça c'est une injustice. Déjà que dès l'enfance, je ne supportais pas l'injustice. Alors en 2014, quand j'arrive à l'UPC, j'ai commencé, déjà la passion montait davantage. J'ai dit, bon, je dois essayer un peu d'aller en politique. À cette époque-là, je n'ai pas encore la vocation. C'est une passion seulement. Ouais. J'aime. Alors, je vais m'inscrire en fin 2014, je crois que c'est au mois de décembre, à l'UNC. Je vais à l'UNC. Bon, je suis allé à l'UNC vraiment, à mon sens, personne par formalisme. Je voulais appartenir à un parti politique. Et à l'époque, l'UNC, à mon sens, me paraissait vraiment un de partis très fort. Mais pourquoi n'avez-vous pas choisi la voie de l'UDPS au moment où vous étiez déjà convaincu par le combat politique d'Étienne Tshisekedi? Pourquoi n'avez-vous pas choisi l'UDPS et que vous avez, parce que vous étiez à la recherche d'un parti politique, et comment avez-vous opté pour l'UNC? Qu'est-ce qui vous a motivé au fait? Même si c'était par formalisme, au départ, en 2011, vous aviez une conviction justement politique de suivre peut-être la voie d'Étienne Tshisekedi. Oui, en fait, l'UDPS est un parti politique que je respecte beaucoup, mais il n'y a pas un autre... je vais dire seulement que c'était une question de choix. Ok. Il n'y a pas une autre raison. J'avais simplement choisi l'UNC. Il n'y avait pas une raison quelconque, non. J'avais simplement choisi. Bref, c'était comme un point de départ. C'était comme un point de départ. J'avais choisi et j'ai beaucoup d'estime pour le président Vital Kamerhe. Alors, il s'est fait que en 2015, quand il y a eu une marche, je crois, de 4 jours, je crois que c'était du 15 janvier au 19 janvier, je suis entré dans la marche de l'UNC. Bon, c'était la dynamique de l'opposition. Mais parmi les leaders phares, il y avait le président Kamerhe. Le président Kamerhe a conduit cette marche-là. Je crois que c'était à l'époque, on était en train de refuser le projet de loi du professeur Bochap sur le conditionnement des élections au recensement. Alors, le président Vital Kamerhe, je me rappelle, on était sur 24 Bandal Kimbondola. Je crois, si j'ai bonne mémoire, il y avait Armas. Le président Kamerhe est passé. C'est-à-dire, le président est passé. J'ai même suivi le mouvement, parce qu'à l'époque, j'habite Bandal. Je suivis les mouvements, on était derrière. Le président était très loin, nous, on était vraiment derrière. Et puis, on a tiré encore comme à l'habitude et tout ça. Alors, c'est vrai qu'après, un jour, nous sommes allés le voir chez lui à la maison, à GB à l'époque. Il y a même des images pour ça, où j'ai des photos avec le président Vital Kamerhe. Mais j'avoue qu'il ne me connaissait pas. Il ne me connaissait pas. Et après, il s'est fait que, bon, je ne me sentais pas à l'UNC. L'UNC ne m'a vraiment rien fait. C'est juste que je ne me sentais vraiment pas dedans. Qu'est-ce qui vous dérangeait dans l'UNPC? La vision, le combat politique, ou simplement peut-être que l'UNC en tant que parti ne convenait pas vraiment à vos convictions? Rien, je vais dire, de si grave. Sauf que ça va être un peu la même chose que j'ai connu au MLC quand je vais commencer, quand je vais parler de mon parcours au MLC. Ça veut dire il n'y avait pas une prise en charge correcte. Dans quelle mesure? Je n'ai pas d'argent. Je vais dire, vous arrivez, vous avez une carte de membre, mais... Et puis c'est fini. C'est fini, voilà. Qui vous montre comment ça se fait, les réunions. Voyez un peu, ça semblait être pas... Est-ce qu'il n'y avait pas un mentor qui... Non, je n'avais aucun mentor. D'ailleurs, quand j'allais intégrer l'UNC, peu de gens le savent. C'est quand j'en parle aujourd'hui. Les gens ne savaient pas. J'ai pris c'est mon courage à moi-même. Je suis allé seulement. C'est tout. Il n'y avait rien. J'aimais. Et puis quand je suis arrivé, j'ai considéré que je vais dire que
j'ai manqué d'encadrement, hein? Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui te prend, qui te porte et tout ça. Ouais. Alors ça avait créé une forme de relâchement, je vais dire. Je me suis un peu relâché. Alors c'est fait que bon, je ne m'y intéressais plus beaucoup. Donc il n'y avait pas de repères au sein de l'UNC pour vous permettre... Bon, c'est-à-dire qu'il n'y avait... En tout cas, l'UNC ne m'a rien fait. C'est juste que je ne me voyais pas comment évoluer. C'est ça, pas autre chose. Okay. Donc l'UNC ne m'a vraiment rien fait. Après, alors c'était en 2014, nous sommes arrivés en 2015-16. 15-16, bon, je m'étais consacré un peu à la politique académique. Hein, pour les amis avec qui nous avons été à l'université le savent. J'ai été plus d'une fois directeur des campagnes des candidats. J'ai été moi-même candidat chef de promotion générale. J'étais candidat vice-président des étudiants. Alors, il s'est fait que en 2016, quand j'ai fait ma réelle conversion, quand je dis réelle conversion, ça veut dire j'ai vraiment rencontré le Seigneur. Avant, je partais à l'église comme tout le monde. Je faisais même des jeûnes et prières et tout ça, mais j'avais un vide en moi. C'était pas le christianisme, c'était le mouvement. Le mouvement. Ah, tout le monde prie, toi tu pries. Tout le monde fait des jeûnes, toi tu fais des jeûnes. Mais la rencontre du Seigneur, ce n'était pas encore ça. Et en 2016, quand j'ai reçu vraiment le Seigneur, quelques années ou temps après, le Seigneur m'a donné ma vocation. Ça veut dire le servir, lui, Dieu, mais dans le champ des décideurs. Okay. Alors c'est là que je chercherais à intégrer, je vais dire pas intégrer un parti politique, je voulais d'abord me lancer. Mais bon, au regard des évidences, j'étais petit. J'ai dit bon, je dois avoir la formation. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir la vocation, mais il faut être formé. Et je regardais, parmi les partis que je voyais, j'ai vu qu'il y avait le MLC dans l'opposition, parce que vraiment la manière de gérer de Kabila, j'étais vraiment opposant, naturellement. Alors, j'ai fait mon adhésion MLC en 2017, fin 2017, entre juillet et août. Vraiment, juillet et août. Là, je rencontre la même chose. J'ai obtenu ma carte à l'époque à l'interfédération. La personne qui m'avait reçu, c'était une dame là, que je ne connais même plus trop le visage. J'ai eu ma carte. Mais après, c'était la même chose. Après, c'était la même chose. C'est-à-dire que, mais tu te retrouves dans un endroit où il n'y a pas de prise en charge, c'est tout ça. Est-ce que c'est un défaut général des partis politiques au Congo? Peut-être d'après votre expérience avec les deux partis. Bon, je recommande beaucoup, même au MLC, j'ai déjà écrit une forme de réforme, des propositions de réforme, dans le sens où on peut utiliser la technique des témoins de Jéhovah pour garder fidèles les militants, parce que moi, j'en ai vraiment connu. Hein. En 2017, c'était bon. Et donc tu viens, simplement tu peux ou ne pas venir. Personne n'était. Personne te suit, rien, tu connais rien. C'est à peine quand tu entends qu'il y a marche. Bon, même quand il y a marche, bon, tu viens, mais tu viens comment? L'organisation s'est fait comment? Tu es dans la masse et tout ça. Alors, en 2017, il s'est fait qu'en 2018, il y a eu aussi un relâchement qui a commencé à se ressentir. Mais là, je n'avais pas quitté vraiment. Parce que pour l'UNC, je m'étais décidé de quitter. Même si je n'avais pas quitté, mais c'était un relâchement. En 2018, bien avant que le président ne soit déclaré innocent, je sautais une période. En 2017, fin, avec les amis à l'UPC, je leur ai dit, il faut que l'on puisse créer un mouvement citoyen. Parce que c'était la vague des mouvements citoyens. Avec Lucha, Philippe, c'était vraiment la vague. Je leur ai dit, on doit créer un mouvement citoyen pour chasser Kabila. Parce que c'était ça l'objectif d'abord, chasser Kabila. Parce qu'on était convaincus que Kabila voulait s'éterniser au pouvoir. Il faut le chasser. On va monter ça avec des amis, il y a aussi des images. On a commencé ça à l'UPC. Après, on a eu quelques représentations aussi dans certaines universités, notamment à l'UNIKIN, à l'ISC, Révérend Kim, ISPT, non, ISAM, des dames, hein, à l'ISAM. Et puis, il y en avait aussi une petite représentation à l'université UFA. Alors, on a commencé un peu à grandir comme ça. 2018, alors il s'est fait que après, quand le président va rentrer, Jean-Pierre Bemba, je suis allé intégrer une structure cette fois-là du MLC. Elle était sans structure. J'ai intégré la structure DBP, Dynamique Bemba Président. J'ai intégré ça avec, comment je vais dire, avec mon mouvement citoyen, hein, avec des amis de l'université. Pour certains, pas tous, on a intégré DBP. Quand le président est venu, nous sommes allés le prendre à l'aéroport. Il y avait même des images aussi. Après, bon, quand le président est rentré, on va aux élections.
ça fait que les résultats ne soient pas favorables à notre candidat de l'époque, de Lamuka, parce qu'on était Lamuka. Exactement. En 2018 fin, d'ailleurs en 2018 fin, j'ouvre l'emportant avant les élections. Dans le cadre de mon mouvement, de notre mouvement citoyen, engagement des citoyens pour la République en CIR, nous sommes dit que Kabila avait touché le fond du Rubicon quand il a, par ses policiers bien sûr, ils ont assassiné 2 étudiants. Ils ont tué 2 étudiants. Il y avait à l'époque un étudiant, Hyacinthe Kimbavu, qui était de l'UNIKIN, je crois qu'il était en maths info Polytech, et un autre. Quand on les a tués, si vous avez bonne mémoire, nous avons organisé, c'était pour la première fois de voir les étudiants de l'UPC organiser une marche spontanément, avec sans appui de quelqu'un, et puis contre le pouvoir. Contre le pouvoir en place. C'était contre le pouvoir. C'était la première fois, parce qu'avant, on dira qu'il y a des manifestations qui ont eu, mais ce n'était pas contre le pouvoir et sur les grandes artères. Exactement. On a fait contre le pouvoir. C'était moi qui ai conduit cette marche. J'ai commencé avec cette marche au niveau de l'UPC, je suis arrivé à Révérend Kim. J'ai pris les étudiants de Révérend Kim. On a ensemble avec des amis pris les étudiants de l'ISAM. Et quand nous sommes allés prendre les étudiants de l'ISPT, c'est là qu'on a été trahi par l'ancien, à l'époque, coordonnateur des étudiants du Congo. Il nous a vendus à la police parce qu'à tout moment, il parlait avec les autorités de l'époque au téléphone, policiers et politiques. Et il m'a livré. Il m'a livré sur de la science là. Et puis la police est arrivée. Je voulais aller négocier avec eux. J'ai entendu un coup. Et juste quand on a fait, je te dis, je ne sais plus dans quel état on était. Il y avait d'abord une lacrymogène qui est arrivée et on a fui. Les gens m'ont transporté, ils m'ont amené au collège Bossembo et puis je me suis caché là jusqu'à très tard le soir pour que je puisse sortir. Parce qu'ils étaient là avec l'un de mes compagnons à l'époque, Francky Matala, qui m'avait vraiment aidé dans ce sens. Alors, ça, c'est la page en CIR. En 2019, il s'est fait que, avec toujours en CIR, avec certains amis, frères, nous voulions les élections municipales. Parce que les élections étaient organisées au niveau provincial, national et tout ça, mais municipal, non. Alors, on a résolu de créer une plateforme qui n'avait aucune coloration politique. C'était une plateforme des jeunes des différents partis politiques. Il y avait beaucoup de partis politiques. On a créé ensemble, c'était seulement les jeunes, on a créé ensemble la plateforme électorale Bokeseni. Et j'étais le porte-parole de cette plateforme. On voulait réclamer les élections municipales en 2019. Mais après, bon, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et puis voilà, la plateforme a cessé de fonctionner. Et chacun est rentré à son parti politique. Très bien. Et voilà, depuis 2019... Je suis MLC. J'ai occupé certaines fonctions ponctuelles pour des raisons de communication et d'autres pour des raisons de conseil juridique aux côtés de certains secrétaires nationaux. Et j'ai conduit certaines délégations de communication aussi dans des institutions de la République. Et voilà. Donc depuis 2017 à ce jour, ça fait 9 ans que je suis membre actif du MLC. Très bien, Djagas Djamba, j'espère que ceux qui nous suivent ont découvert, ont pu déceler un tout petit peu votre cursus politique. Mais une question m'est de l'esprit, comment avez-vous choisi un parti politique dont l'autorité était en géole alors que vous avez quitté un parti politique dont les leaders étaient présents et libres? Très bien, cette question elle est très fondée parce que c'est très osé de faire ce que j'ai fait. Déjà que je vous ai dit au début que l'UNC ne m'avait rien fait et qu'il y avait un problème d'encadrement. Mais en fait, quand je suis allé au MLC, il y avait aussi un élément que j'ai omis de dire. Je suis allé au MLC parce que de ma nature, parfois je prends des gros risques. C'est ce qu'on appelle faire le saut vers l'inconnu. J'ai décidé de faire les sauts vers l'inconnu. Quand je suis allé au MLC, il y a des gens qui m'ont traité de fou. Oui, justement, parce que personne n'avait des convictions que Bemba allait recouvrer la liberté. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. C'était dit, Bemba, c'est fini, Bemba ne rentrera plus jamais au pays. Moi, j'avais décidé de faire un saut vers l'inconnu. Je me disais qu'au MLC, au moins, sans pour autant attaquer les autres partis politiques, je voyais certains de mes modèles y être. D'autres scientifiques, d'autres politiques.
Je le trouvais là. Bien que je me disais, je ne savais pas aussi comme vous si Jean-Pierre Bemba allait rentrer un jour au pays, mais j'avais décidé de prendre ces risques, de faire le saut vers l'inconnu. Ça fait partie de ma nature. C'est comme ça que, loin de moi la prétention d'être les meilleurs, mais je pense, humblement, modestement parlant, j'estime être parmi ceux qui ont pris, parmi bien sûr, ceux qui ont pris les risques de leur vie. Lorsque les villes étaient prises par le M23, l'année passée, où certains même, avec toute la sécurité possible et visible, se voyaient déjà ne pas être au pays. Exactement. Nous, on a pris des gros risques. Je suis allé à la chaîne nationale et dans des chaînes de grandes audimat, comme même ici, je suis allé dire que moi, je serais parmi ceux-là qui, si même par impossible, le M23 arrivera à entrer à Kinshasa, j'irai mobiliser la jeunesse, les peuples à Massina, et le premier des terroristes qui entrerait, je le couperai la tête. J'ai dit ça à la RTNC. Et c'est l'une des vidéos qui sont devenues, parmi les vidéos devenues virales. Il y a cette vidéo et tout ça. Je vous fais une parenthèse. Et mon père, ces jours-là, était dans tous ces états. Celui-ci se prend toujours pour le robot d'enfance. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux faire une telle folie? Parce que, écoutez, j'ai dit ça le jour où Goma est tombé. Parce que Goma tombe aujourd'hui, moi je l'ai dit le lendemain. Tiens. Les gens étaient dans la panique. Dans la panique totale. Je suis allé ce jour-là, j'ai fait le tour de 7 chaînes de télévision à grande audience. RTNC 1, RTNC 2, Univers TVC. Je suis allé vraiment. Et mes vidéos sont parties. J'ai eu ce que j'ai eu comme retour de flamme pour certains, bien sûr. Mais j'ai tenu bon. Et vous avez eu aussi des menaces, bien sûr, de la part des inconnus, des personnes que vous ne connaissez pas. Non seulement des demandes, des réserves, mais également des menaces. Parce que ces gens-là, quand je vois les gens critiquer beaucoup le service que font nos frères de cybercriminalité, je me dis, parfois on ne connaît pas ce qu'on fait, parfois on ne connaît pas ce qu'on dit. Ce pays ici, le président Tshisekedi est encore aujourd'hui en train de tenir. Il y a aussi quelque part la grâce et la main de Dieu sur lui. Nous étions vraiment... Quand on vous disait qu'ils allaient être les 30 juin au Congo 2025, 30 juin 2025 à Kinshasa, ils allaient être là, il ne blaguait pas. Il était sûr de ça. C'est-à-dire qu'il y avait un calendrier tracé, on va en parler. C'était balisé. On va en parler, on va y arriver. Parlons d'abord de cette coopération latente entre, je dirais, coopération politique, économique et sécuritaire entre la RDC et les États-Unis. L'année passée, nous avons vu un Félix Tshisekedi qui avait juré rencontrer Paul Kagame seulement au paradis, mais ils se sont croisés justement en présence, grâce à la médiation du président américain pour signer un accord de paix. Un accord qui voudrait vraiment que les deux pays puissent conjuguer la paix au temps présent et qu'il n'y ait plus d'affrontements sur terrain. Lorsque vous avez vu cette signature des deux personnes, des deux protagonistes pour une seule cause, parce que Tshisekedi défend la souveraineté de son pays et Kagame qui se présente comme étant un prédateur, c'est lui qui veut récupérer des terres prétendument appartenant à ses ancêtres. Comment avez-vous pu analyser cette image-là d'un Donald Trump au milieu, Félix à droite et Kagame à gauche? Vous savez, les gens, quand le président Félix dit ou fait certains gestes, fait et gestes, les gens disent parfois, bon, on critique tout bout de champ, d'autres en les qualifiant même le nom d'oiseau. Moi, je rigole parfois. Tshisekedi est parfois très incompris. Mais j'aime bien juger Tshisekedi en fonction des résultats. Je vais arriver au résultat dans mon cheminement de raisonnement. Prenons les faits. Et Tshisekedi était en face de quoi? Tshisekedi était très sûr, le président Félix, très sûr de tout ce qu'il a doté comme moyen à notre artillerie militaire. Il avait dit, quand il dit à la moindre escarmouche, les gens ont retenu cette phrase fétiche. Mais il s'est fait que, vous savez, lorsqu'on gère une guerre ou on gère un État, il y a parfois ce qu'on erreur. C'est parfois ce qu'on appelle les erreurs d'appréciation. Ça existe dans toute gouvernance au monde. Alors, il est très sûr de lui avec tout ce qu'il a donné comme moyen. Mais il s'est fait que,
Comme l'armée, dans ces 3 compartiments, notamment l'administration et la logistique, les renseignements et les opérations, au niveau des opérations, il était très sûr, partout. Mais il a mis les moyens logistiques. Mais les renseignements ne lui a pas donné les résultats escomptés. Okay. Il s'est fait que, voilà, les positions ont été livrées à l'ennemi. Et Goma a été pris. Avec toutes les stratégies étaient vendues à l'ennemi sans effort. Vendues et communiquées. Ça veut dire que s'il était lâche, il aurait craqué et demandé à ceux que venez, on va négocier, parce que il y a un des anciens dirigeants de ce pays qui vous a dit qu'ils faisaient ça à leur époque. C'est-à-dire, si seulement les gens réclament et disent venez et prenez ce que vous voulez, laissez-nous en paix. En fait, nous étions dans des paix factices. Ce n'était pas une paix structurelle. Et le président a dit, je préfère mourir que de donner encore une paix factice à mon pays. Ces gens n'obtiendront pas ce qu'ils cherchent. Ça veut dire asseoir le dessein de Kigali au Congo. Et le président Tshisekedi a commencé un lobbying international, diplomatiquement parlant. Parce que les axes sur une guerre, les axes de gestion sécuritaire, vous avez également l'axe diplomatique. Et l'axe diplomatique a beaucoup calmé les jeux. Parce que, pourquoi? Dites-moi un peu. Réfléchissons ensemble. Ouais. Le M23 est un mouvement militaire. Une force militaire s'entretient avec les moyens financiers. Les moyens financiers. Supposons qu'une balle coûte en moyenne, je prends ça comme ça, $1. Si on tire 1000 balles par jour, c'est $1000. En un mois, c'est $30 000. En une année, vous avez au-delà de $300 000. Là, j'ai dit en moyenne $1, mais ce n'est pas $1 la balle. Ça, c'est la balle. Les armes, il y en a qui coûtent autant, mais je paie en moyenne $10. Si une arme coûte $10, vous projectez ça pour 1000 armes, ça vous fait pratiquement $10 000. Exact. Pour combien d'hommes? Si on a plus ou moins 1000 hommes, la ration d'un homme, si c'est $10 le jour, sa ration, ça veut dire par jour, vous devez dépenser $10 000 des rations. Si vous faites en projection, ça vous fait des millions de dollars. Ouais. Bref, pour dire que pour entretenir une force militaire, il faut des millions de dollars, parfois par jour, ou par semaine, ou par mois. Quelle est cette organisation que vous connaissez, sans appui d'un État qui puisse débourser des millions de dollars le mois, sans être sûr de les récupérer? Parce que c'est un investissement. Mais sûrement que le mouvement M23 avait des sympathisants qui ont peut-être beaucoup de moyens et qui aidaient ce mouvement à survivre durant toute cette période d'agression. Alors ces sympathisants, ça doit être tout sauf les Congolais. Parce que dites-moi... Ça peut être aussi des Congolais qui ne sont pas forcément d'accord avec le régime en place. Je suis d'accord. Alors ce sont des traîtres, non? Parce que une personne qui s'assume soutenir un mouvement terroriste de ces gens, depuis Bunagana, ça veut dire qu'il n'est pas ici avec nous, il est de l'autre côté. Parce qu'il ne peut pas être avec nous et soutenir de l'autre côté, tout en restant à Kinshasa, par exemple. On va revenir sur cette question de Tshisekedi, Kagame et Donald Trump. Mais que dites-vous de ceux qui pensent que Joseph Kabila a pu finir la guerre dans l'Est de la RDC avec le stylo, alors que Félix Tshisekedi sillonne le monde, mais ne parvient pas à mettre fin à l'agression et qu'on le pousse maintenant vers un dialogue inclusif, impliquant même ceux-là qui ont recouru aux armes pour détruire les Congolais? Votre question a été précédée par ma réponse d'ailleurs. Je vous ai dit qu'il y avait une autorité qui disait que nous, à l'époque, on appelait les gens pour dire « prenez ce que vous voulez et puis laissez-nous en paix ». C'était une forme de diplomatie. Cette personne n'était rien d'autre que l'ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila. Je ne me limite pas à Néhémie Milania, professeur. J'ai beaucoup de respect de là où il est, quoiqu'on ne partage pas les mêmes convictions politiques. Je ne me limite pas à Néhémie. Le professeur Kambila, paix à son âme, Jean-Pierre, était le directeur des cabinets adjoints de Joseph Kabila. Il vous a dit que le M23 n'existe pas. Le M23, c'est Kagame. Un homme de cette trempe, peut-il donner une telle information sans en avoir les éléments? Vous êtes sûr? Détrompez-vous. En fait, Joseph Kabila, dont vous êtes en train de parler aujourd'hui, on dit, voilà, il a fini avec un stylo. Mais Tshisekedi aussi, il pouvait, comme il est là, il décide, quand ils ont pris Goma Bukavu, il dit, venez,
je vous donne ce que vous voulez, laissez-moi en paix. Il pouvait le faire, non? Et on aurait aussi dit ça de Tshisekedi, il avait signé avec un stylo. Dites-moi un peu, si Joseph Kabila avait effectivement maté le M23 en 2013, j'ai beaucoup de respect pour Mamadou Ndala et le général Baouma, paix à leur âme, ils sont les innocents. S'ils les avaient matés, comment vous m'expliquez que le M23 maté en 2013, en 2017, Human Rights vous produit un rapport faisant état du fait que les combattants du M23 ont été utilisés pour mater les manifestants pacifiques en 2016. Nous étions en train de réclamer juste un droit constitutionnel qui est la tenue des élections. Mais Kabila a utilisé les combattants du M23. Comment vous matez les gens en 2012 et vous les réutilisez en 2016? Ça veut dire, il faudrait se poser la question, ces combattants, quand est-ce qu'on a organisé leur démobilisation, leur réinsertion? C'était quand? Parce qu'on ne peut pas intégrer une force de police de ce genre si on n'a pas été démobilisé et réinséré dans la vie civile normale. C'était quand? Parce que vous sillonnerez toutes les écoles de police, vous ne trouverez pas les identités de ces individus. Ça veut dire que c'était devenu en fait une milice gardée, chasse gardée pour le pouvoir passer, pour mater les populations humaines. Preuve. C'est sous la même période que vous avez vu un rapport a été établi faisant état à Kinshasa, à Maluku bien sûr, des fausses communes. Que Alexis Tambwe Mwamba a tenté de dire tombe commune. Voyez-vous? Comment dans un tel contexte on va dire qu'il avait fini la guerre? Supposons même qu'il ait fini cette guerre. Réfléchissons ensemble. Le M23 existe pourquoi? Ils disent qu'ils ont pris les armes parce que Joseph Kabila n'a pas respecté leurs accords. C'est ça le M23. En référence, voilà, au CNDP, du 23 mars 2009. Comment vous m'expliquez qu'aujourd'hui Joseph Kabila, pour qui le M23 avait pris les armes, se retrouve avec eux aujourd'hui en copain. Non, peut-être que ce n'était pas un copain, et que si ces gens-là ont repris la voie des armes en 2013, c'était justement parce qu'ils disaient que Joseph Kabila n'a pas respecté leurs accords. Si Joseph Kabila, supposons que Joseph Kabila n'a pas respecté leurs accords, quelque part, cela voudrait dire que Kabila aussi avait un sens de nationalisme que peut-être que beaucoup de gens ignorent. Kabila a refusé justement de se soumettre à leur caprice. Le cas aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, c'était dans la même démarche. Mais aujourd'hui, la présence de Kabila à Goma, même et beaucoup de ses sympathisants estiment que Joseph Kabila n'est pas allé en posture de celui qui appuie cette rébellion, mais il est allé en posture de consultant. Je vais répondre à cette question. Allez-y. Joseph Kabila n'est pas allé en posture de rébellion, mais de consultant. Vous allez en consultant, vous allez laver les terroristes comment? Parce qu'avant que Joseph Kabila n'arrive à Goma, il a dit qu'ils avaient des revendications légitimes. Quelles sont ces revendications? Posez la question à Joseph Kabila. Dites-moi un peu. Je suis en novembre 2012. Joseph Kabila nous a mobilisé, les images existent. Il a dit nous devons nous mobiliser contre les terroristes du M23. Qu'est-ce qui s'est passé pour que de 2012 novembre, le M23 cesse d'être un mouvement terroriste pour devenir un mouvement ayant des aspirations légitimes? En 13 ans, qu'est-ce qui a changé? Dites-moi. Comment vous m'expliquez que Joseph Kabila... Parce que les leaders du M23 estiment qu'à Kinshasa, il y a la mauvaise gouvernance, le tribalisme, la corruption, et que ces trois doléances corroborent justement avec Ségué Kabila et son camp dénoncé depuis longtemps, depuis la scission justement de l'alliance FCCK. C'est où je suis. La question que je pose, elle n'a pas toujours des réponses. Quand est-ce qu'ils ont cessé d'être terroristes aux yeux de Joseph Kabila? Quand? Parce que c'est Joseph Kabila qui nous avait mobilisés contre eux. En disant que c'était des terroristes. Nous sommes en novembre 2012. Mais la politique, elle est dynamique. Ah, j'attendais cette réponse. La politique, elle est dynamique dans le développement. Ça veut dire, puisque la société elle-même, elle est évolutive, les hommes sont dynamiques. Ça veut dire, les hommes suivent les mouvements et les courants, je veux dire l'évolution de la société. Ce n'est pas qu'elle est dynamique en fonction des fondamentaux d'État. Non, ce n'est pas au nom du dynamisme politique que vous et moi, nous allons aujourd'hui décider de revenir au MPR parti État. Ça, ce n'est pas le dynamisme.
Parce qu'il y a des fondamentaux sur lesquels on ne peut pas négocier. Et parmi ces fondamentaux, monsieur journaliste, il y a le fait que nous avons dit depuis Sun City que plus jamais quelqu'un ne prendrait les pouvoirs par les armes dans ce pays. Nous l'avons dit. C'est dit dans l'accord global et inclusif que la seule voie pour obtenir les pouvoirs, c'est par les urnes. Dès l'instant où quelqu'un vient, décide de renverser un pouvoir légitimement établi par les voies électorales, cette personne a craché sur les valeurs fondamentales. Mais si les revendications de ces personnes stipulent que les élections de 2023 étaient entachées de plusieurs irrégularités, ne pensez-vous pas que le recours aux armes, bien que ce soit justement prohibé par notre Constitution, a été le seul moyen de manifester une frustration parce que les voies légales ou les voies de la justice étaient justement à la merci du pouvoir en place? Cet argument tombe à ces niveaux. Ouais. Les élections de 2023 ne peuvent pas être les raisons pour lesquelles les gens ont pris les armes parce que les individus que vous citez ont pris les armes avant les élections de 2023. La rébellion a commencé en 2021. Comment vous allez faire la guerre, la rébellion en 2021 pour les élections de 2023? Comment vous expliquez que la conséquence soit postérieure, je veux dire, soit antérieure à la cause? Donc la conséquence, c'est la rébellion 2021. La cause 2023. C'est paradoxal. C'est un non-sens. Donc cet élément ne tient pas, c'est un alibi. Si ça avait commencé après 2023, cet élément aurait un sens. Mais ils ont commencé la rébellion en 2021. Mais en 2021, les élections de 2023 ils étaient ici à Kinshasa. Ils n'ont pas été reçus par le chef d'État parce qu'eux-mêmes disent qu'ils étaient ici sur invitation du chef de l'État. D'ailleurs, ils étaient reçus par le ministre, à l'époque, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Il semblait qu'ils étaient logés quelque part ici, à Kinshasa, sans être reçus pendant des périodes. Et tous ces temps-là, ils étaient pris en charge. Il semblerait qu'ils étaient pris en charge par Kinshasa. C'est par mécontentement qu'ils sont allés justement entamer ou relancer ces mouvements de rébellion, mais aussi l'argumentaire de ce que l'opposition considère comme simulacre d'élection est venu encore renforcer un peu leur combat au fait pour manifester leur frustration vers Félix. Donc c'est comme vous, nous sommes ici sur la chaîne. Quelqu'un vient, il décide de commencer à vous gifler. Après, pour rien comme ça, il vous gifle. Après, quelqu'un d'autre, plutôt, je vais dire quelques heures après, vous commettez un gaffe. Il dit non, moi je suis aussi fâché parce qu'il vient de commettre le gaffe. Alors qu'il oublie que les désordonnés, c'est lui parce qu'il a commencé par troubler votre quiétude. Mais ne pensez-vous pas que Permettez. Oui, allez-y. Permettez. Le problème ici que nous avons, quand vous citez, vous dites, écoutez, ils sont venus à Kinshasa et tout le reste, vous parlez des accords que je ne connais pas, vous parlez des accords que personne ne sait rendre publics, parce que moi je me dis toujours, s'ils avaient effectivement des accords secrets avec le chef de l'État, pourquoi ils ne les rendent pas publics? C'est aussi simple. Quelqu'un a décidé de ne pas respecter les accords que vous aviez avec lui. Montrez-le où il avait signé ça. Mettez-nous un témoin, c'est nous le peuple. La République n'est pas l'affaire des deux camps, c'est l'affaire de tous. Montrez-nous. Mais si vous vous limitez à vociférer, on avait des accords qu'il n'a pas respectés. Mais quels sont ces accords? Vous avez demandé quoi qu'on ne vous a pas donné? Même ceux qui sont chrétiens ou lisent la parole de Dieu, ils disent que ce que tu fais, si tu les fais, que c'est dans le bon, ne les fais pas dans le noir. Si vous le faites dans le noir, ça veut dire que vous connaissez quelque part qu'il y a anguille sous roche, non? Mais pourquoi ils ne présentent pas ces accords prétendument signés avec Tshisekedi? Soit ces accords n'existent pas, soit c'est un alibi politique. Alors, allons-nous vraiment prendre l'avenir, hypothéquer l'avenir de tout un État parce que des individus ont décidé de parler d'un accord qui n'ont jamais présenté? Dites-moi un peu, supposons que ce soit vrai, qu'ils avaient des accords avec Tshisekedi, supposons, je suppose. Comment vous m'expliquez, quelle est la corrélation entre les accords du M23 et Tshisekedi avec la phrase selon laquelle Paul Kagame aurait des terres à réclamer au Congo? Le mariage est à quel niveau? Quelle est la corrélation, s'il vous plaît, entre les accords entre le M23 Tshisekedi et les carrés miniers réclamés par Ganga? Quelle est la corrélation, s'il vous plaît, entre les accords entre le M23, comme ils disent, et Tshisekedi, et le fait que, dites-moi, aujourd'hui, Paul Kagame dit, partout où il veut l'entendre, qu'il est au Congo
Parce que le gouvernement entretient les FDLR. Paul Kagame assume la collaboration avec un mouvement terroriste. Vous savez pourquoi je vous cite toutes ces litanies? Pour vous dire que c'est le désordre. Les revendications, ça et là, données en désordre, il y a un enchevêtrement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suite logique dans les raisonnements. Chacun dit ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Ou soit peut-être le M23, c'est le mélange, la mixion de plusieurs doléances et muet en un seul combat. Mais quand ils ont commencé à prendre les armes, c'était quoi la doléance? Il faut leur poser la question. Parce que eux, ils disaient qu'ils avaient des accords. Tout est parti de là, non? Pourquoi ils ne montrent pas ces accords? Et parlons un peu justement de ce qui s'est passé récemment ici à Robaya il y a 2 jours. Un grand leader du M23, porte-parole militaire de l'AFC M23 est parti, Willy Ngoma, touché par les drones militaires des FARDC. Pour vous, est-ce le début de la purge faite au sein du M23? Je l'avais toujours dit et je ne le dirai jamais assez. Personnellement, je ne crois jamais à la diplomatie sans la force des armes. Okay. Moi, c'est à ça que je pense. Pour ma part, la diplomatie sans la force des armes, c'est comme le chrétien dirait, une foi sans œuvre est une foi morte. Et la diplomatie sans les armes est une diplomatie morte. Vous savez, les gens parlent aujourd'hui de cessez-le-feu et tout ça, il y en a violé les cessez-le-feu. Vous savez que quand on a tué le général Peter Chirimwani, nous étions dans les processus de paix. Exactement. Il y avait Luanda, il y avait Nairobi, mais ils ont tué le général Peter Chirimwani. Ça leur a permis d'atteindre ça qui est rapide et puis ils sont allés à Goma. Ils n'ont pas régulé. Dites-moi un peu, quelle est la garantie que vous avez que le M23 accepte de laisser le fait tel que demandé par l'Angola ou bien les organisations sous-régionales, alors que le M23 a buté, a foulé au pied toute une résolution du Conseil de sécurité? Le Conseil de sécurité, monsieur le journaliste, c'est l'organe top. C'est l'organe top d'une institution universelle, les Nations Unies. Le Rwanda et le M23 ont foulé ça au pied. Vous avez quelle garantie qu'ils vont respecter les cessez-le-feu de l'Angola ou d'une organisation régionale? Quelle est la garantie que vous avez? Non, c'est une distraction. Ils veulent faire volte-face. Ce que le gouvernement a fait rentre dans le cadre de ses prérogatives régaliennes, la défense de l'État. Dites-moi un peu. Mais la défense de l'État qui n'exclut pas le principe de cessez-le-feu que le gouvernement congolais lui-même a accepté, justement. Le cessez-le-feu, de mon point de vue personnel, qui devrait être raisonnable, qui devait avoir du sens, c'est quand il s'agit de 2 États qui s'affrontent. Par exemple, l'Ukraine et la Russie. Okay. Ici, il ne s'agit pas de 2 États. Il s'agit d'un État qui doit défendre son territoire contre un mouvement terroriste soutenu par un État belliqueux. Pas un État belliqueux, soutenu par un État dirigé par un délinquant politique. Voilà, Paul Kagame. C'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi la RDC avait pris la décision de respecter le cessez-le-feu s'il ne devrait pas considérer... Écoutez, moi je ne vous parle pas ici en tant que porte-parole du gouvernement. Je vous parle en tant qu'acteur politique qui voit les choses d'une certaine manière. Si l'État congolais a accepté ça et là, écoutez, l'État congolais a ses raisons. Mais je vous dis, je vous parle de moi. Je vous dis, je n'ai jamais accepté, moi, la diplomatie sans la force des armes. Non, je n'y crois pas. Ça, c'est moi. Si l'État congolais a fait ce qu'il a fait, écoutez, libre à eux. Hein. Moi, je ne parle pas au nom du gouvernement, je parle en tant que Congolais. Et que dites-vous de la mort, justement, de la mort de Willy Ngoma? Oui, d'ailleurs, vous savez, je vais essayer un peu de calmer les mémoires de mes frères. Êtes-vous satisfait, justement? Beaucoup même. Très satisfait? Beaucoup même. Ça ne vous fait pas de mal? Je vous dis la vérité, beaucoup même. Des pertes d'un compatriote. Oh, attendez, je vais vous dire. Est-ce que vous savez que le fait que moi et vous et moi on tourne ici une belle émission, il y a des localités où mes frères et vos frères, ils nous suivent sous les arbres. Ils sont cachés sous les lits parce que ça tire. Il y a aujourd'hui plus de 500 000 déplacés. Les morts, nous les comptons en millions. Parce qu'un État voyou, dirigé par un président délinquant politique, a décidé de s'aimer la terreur et la désolation chez mon peuple. Et il a décidé d'utiliser les fils, certains fils de ce pays. Et un traître ne mérite la pitié de personne.
Les terroristes ne méritent aucune pitié d'État. La patrie ne pardonne pas le traître. Je vais vous donner des cas. Vous savez, je vais calmer les enfants de Dieu. On leur dit, écoutez, priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. C'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? La Bible, si vous la lisez de manière isolée, vous vous perdez. J'ai souvent donné cet exemple. Nos frères témoins de Jéhovah, ils lisent aussi beaucoup la Bible. Vraiment, je les respecte pour ça. Les témoins de Jéhovah ont une croyance sur la personne du Christ. Ils disent que Jésus est fils de Dieu. Parce qu'ils ont aussi des versets bibliques pour ça. Ils montrent comment Jésus est fils de Dieu. Je crois qu'ils en ont un ou deux, je crois. En tout cas, mais ils restent sous ça. Mais en fait, la Bible, si vous la lisez de manière isolée, vous allez vous perdre. La Bible est un système. Vous n'allez pas vous limiter au Christ, fils de Dieu, parce que la même Bible vous parle de Christ comme Dieu sauveur, dans Tite. La même Bible vous parle de Christ comme créateur de tout, dans Colossiens 1,16. Ça veut dire que la Bible est un système. Si vous la lisez de manière isolée, vous vous perdez. Vous n'avez pas l'essence vraie. Prier pour vos ennemis signifie quoi? Nous sommes dans un contexte de fraternité. Vous ne devez pas du mal à votre frère. Sinon, alors, si on le prend de manière isolée, ces passages, priez pour vos ennemis, alors, rassurez-vous, nous devons même prier pour Lucifer. Même pour les démons. Parce que les démons sont les ennemis, non? Lucifer est un ennemi pour les enfants de Dieu. Donc, quand on dit prier pour vos ennemis, pourquoi on ne prie pas pour Lucifer? Donc, Maître Djagas ne peut même pas prier pour Corneille Nangaa. Pourquoi on ne prie pas pour Lucifer? Pourquoi on ne prie pas pour les démons? Ce sont les ennemis, non? Mais vous pouvez aussi prier pour la conversion ou le retour à la raison d'élèves CM23. Ce qui se passe aujourd'hui rentre dans le lot de ce qu'on appelle conquête militaire. Maintenant, allons dans la Bible et regardons les conquêtes militaires. Les gens aujourd'hui applaudissent pour l'homme selon les cœurs de Dieu, David. C'est pourquoi David est devenu roi. David n'est pas devenu roi parce qu'il a intercédé pour Goliath. Il a tué. C'est en tuant Goliath que David est devenu roi. Il n'a pas fait une bise à la joue. Non, il a tué. Les gens applaudissent Moïse, non? Moïse, fils de Moïse, le grand prophète. Mais Moïse, le grand, il a tué les compagnons de Pharaon avec la mer. Il les a tués. C'est ce qu'a fait de Moïse grand, libérateur, non? Moïse a tué pour libérer. Alors dites-moi, je vous donne un dernier cas. Les enfants d'Israël qu'on aime bien souvent parler. Quand on parle de Jéricho, Jéricho est tombé. Vous pensez que Jéricho est tombé, ça veut dire quoi? Jéricho est tombé, ça veut dire qu'on a tué les gens. C'est ça, Jéricho est tombé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens dansaient, non? Si vous lisez Proverbe 11, 10, clairement, c'est écrit que lorsque les méchants périssent, les peuples dans l'allégresse, dans la joie. Ça rentre dans le cas des conquêtes militaires. Vous et moi, nous payons les FRDC pour quelle raison? Pour une raison principale, c'est de stabiliser via la paix. Et la paix ne s'obtient que lorsqu'on tue les ennemis de la paix, vrai ou faux? Vrai. Et c'est pour ça que vous et moi, nous payons les FRDC via nos impôts. Nous payons en fait nos militaires pour tuer les gens. Très bien. C'est ce que nous faisons. Et donc ici, il n'y a pas lieu d'avoir pitié d'un terroriste. Non. Il y a un temps où Dieu t'appelle à la repentance. Mais si tu n'écoutes pas, il va te frapper. La preuve. Moïse, Dieu l'envoie, dit à Pharaon de libérer mon peuple, d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Pharaon a refusé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé l'ange de la mort, et l'ange de la mort est arrivé et a tué le fils de Pharaon, et Pharaon a écouté. Ça veut dire quoi? L'enseignement. Il y a un temps où Dieu te demande, t'appelle à la repentance. Mais si tu n'écoutes pas, Dieu va t'éliminer. Et donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans les contextes militaires, nous devons prier pour que nos FRDC montent en puissance, ça veut dire gagnent. Or, pour que le FRDC gagne, ils doivent faire quoi? Ils doivent tuer les rebelles. Maître Djagas Djamba, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. On va rebondir justement sur ces dossiers rapidement de la coopération politique, sécuritaire, militaire entre la RDC et les États-Unis avec cette question. Est-ce que Félix Tshisekedi a bradé les minéraux de la République démocratique du Congo pour obtenir non seulement la paix, mais aussi la tête de Kagame? Ah, j'aime bien cette question, ça revient souvent, les gens disent que Tshisekedi a bradé, Tshisekedi a bradé, Tshisekedi a bradé. Ah oui, Donald Trump lui dit, tu peux m'appeler à tout moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Tshisekedi est dans le cœur. Je me demande, est-ce que Tshisekedi est ancré
dans l'administration Trump uniquement, ou il est vraiment ancré dans la politique américaine au niveau de la sous-région des Grands Lacs? Ce que Tshisekedi a fait, ça s'appelle force diplomatique. Okay. La diplomatie des couloirs, c'est ça. Tshisekedi a bradé, supposons. Supposons. On parle d'un bradage même sur le marché commercial lorsqu'on connaît les coûts de la chose vendue. Exemple, votre veste coûte 50 $, moi je la vends à 3 $. J'ai bradé ça. C'est ça, non? Ouais. On a bradé quelle matière? Les minerais critiques, par exemple, parce qu'aujourd'hui, Donald Trump met en place tout un cabinet, toute une réserve stratégique sur les minerais critiques. Si on a au moment où le projet de port de Lobito avance à grands pas et que la RDC tend vers un accord économique avec les États-Unis, c'est pas fruit du hasard quand même. Si on a bradé, ouais. On a bradé les minerais, on l'a vendu à combien? C'était à combien? On a vendu à combien? Au prix de la paix, s'il vous plaît. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, les États-Unis et la RDC ne sont pas en position de pitié d'un vis-à-vis de l'autre. Okay. Parce que les États n'ont rien à voir avec la pitié. Dans les rapports entre États, il n'y a que deux éléments. Ce sont les intérêts et les rapports de force. Point final. Okay. Chacun à son niveau apporte ce qu'il sait mieux faire. Qu'est-ce que la RDC sait mieux faire? La RDC apporte sur la table des négociations ses minerais. Okay. Qu'est-ce que les États-Unis savent bien faire? Les États-Unis sont très forts en technologie. Les États-Unis représentent une puissance mondiale militaire. Chacun à son niveau apporte quelque chose. Ça veut dire c'est un rapport des apports. Okay. Qu'est-ce que tu mets sur la table? Qu'est-ce que je mets sur la table? C'est un deal. On appelle ça deal. Ça veut dire une affaire. Ça existe dans le monde entier. Monsieur, vous avez ceci, moi j'ai ceci. Mettons ensemble et faisons une force ensemble. Ouais. Aujourd'hui, les États-Unis ont besoin d'un élément. Ils ont besoin de se débarrasser d'une dépendance plus ou moins excessive vis-à-vis de la Chine. Et ils savent que la RDC aujourd'hui est le poumon, en fait, non seulement de la transition énergétique avec le cobalt, mais également de la transition technologique, je vais dire évolution technologique avec le coltan. Ces deux matières critiques, je ne cite que ça, il n'y a pas que ça, il y a le casitérite, il y a le cuivre. Ces deux matières aujourd'hui sont au cœur ça veut dire de ce que devrait être les mondes dans les 30-50 ans. La RDC aujourd'hui se positionne comme pays solution en matière de changement climatique. On ne le dit pas seulement pour rien. Regardez les massifs forestiers que le Congo représente aujourd'hui. Regardez notre biodiversité. Regardez les ressources en eau, pour ne pas parler même des réserves stratégiques. C'est là que la RDC se positionne. Et l'Amérique en a besoin. Mais vous avez besoin d'un élément chez nous. Nous également, nous avons besoin des éléments chez vous. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un accord. Dommage. Les mauvaises langues sont allées pour dire que voilà, Tshisekedi aurait bradé ça pour son pouvoir. Dites-moi un peu, dites-moi la vérité. Disons-nous les choses en face. Si cet accord n'était pas bénéfique aux Congolais et au Congo, pourquoi Paul Kagame se serait-il vraiment opposé dès le départ? Parce que Paul Kagame n'a rien à voir avec les intérêts du Congo. Cet accord qui n'est pas bénéfique pour le Congo a fait en sorte qu'aujourd'hui Paul Kagame est exclu des grands forums économiques du monde. Regardez même récemment ici à Davos. À Davos, totalement absent. Mais c'est cet accord qui est en défaveur du Congo. Regardez récemment ici, Paul Kagame a dit que le président Tshisekedi et son gouvernement sont gâtés. Ça, Paul Kagame ne le disait pas, frère. Regardez ici, Paul Kagame aujourd'hui est coupé même en fourniture logistique avec son contrat avec l'Union européenne. Ça, c'est Tshisekedi. Donc, je veux dire qu'en fait... Est-ce que Paul Kagame est en train de vivre, parce qu'on va finir sur cette question pour entrer rapidement sur la question du dialogue, est-ce que Paul Kagame est en train de vivre un tout petit peu le début de la décadence de l'hégémonie Kagame, en fait? Paul Kagame est à sa fin, en fait. Je vous dis quelque chose qui va peut-être rester dans le caméra. Dans le jour qui vient ou dans le moment qui vient, vous allez vous en souvenir. Il est mort, il est parti. J'ai beaucoup de respect pour sa mémoire. Il a fait son temps. Il a eu du positif et du négatif. Je parle de Joseph Mobutu. Le président Mobutu a dirigé ce pays pendant 32 ans.
Certaines langues disent que le président Mobutu servait les intérêts d'un certain lobbying. 31 ans après, ce même lobbying s'est fatigué de lui et décidé de les lâcher. 32e année, je vais dire, il a un peu fait 32 ans, parce que c'est 31 ans et quelques mois. On l'a lâché, il est parti. Paul Kagame est au pouvoir au Rwanda depuis 1994 comme vice-président et depuis 2000 comme président. Mais en fait, c'était toujours lui le président. Parce que Bizimungu, c'était un décor politique. C'est Paul Kagame qui tenait le pays. C'est lui qui faisait les accords avec l'FDL, c'est lui qui donnait les militaires, c'est lui qui faisait tout. Paul Kagame est au pouvoir depuis 1994. Aujourd'hui, ça fait 32 ans. Exactement comme le président Mobutu. Et je ne vous dirai pas plus. Dans les jours qui viennent, dans les moments qui viennent, vous vous souviendrez de cette partie. Il y aura un moment où Paul Kagame sera conjugué au passé, comme on le fait avec le président Mobutu. En fait... Donc pour vous, 2026, c'est la dernière année pour Paul Kagame. Nous allons nous revoir. Ça veut dire que je vous dis que dans les moments qui viennent, vous m'avez posé la question sur Paul Kagame, non? Dans le moment qui viennent, vous allez me poser cette question. Quelqu'un m'a posé la question sur Doha. Je lui dis, ce sont des terroristes. Il m'a dit, mais pourquoi vous négociez avec les terroristes à Doha? Je lui avais dit, comme je vous dis, je lui ai dit, vous dites que nous négocions avec eux, nous parlons avec eux, nous dialoguons avec eux. D'accord. Je lui ai posé la question, ils sont où? Il m'a dit, ils sont à Doha. Ils sont où? Mais ils sont à Doha. J'ai dit, d'accord. Dans les jours qui viennent, nous allons nous poser la question. Ça n'a pas fait une semaine, Willy Ngoma est parti. Ça veut dire en fait, il y a des choses qu'on ne dit pas à la télé. Ok. Pour des raisons d'État. Il y a des choses qu'on ne dit pas à la télé. Mais je peux vous dire ici que Paul Kagame est à sa fin. Paul Kagame est à sa fin. Merci beaucoup, Maître Djagas Djamba. On va finir avec cette dernière question parce que nous sommes déjà à la fin. Maître Djagas Djamba, vous êtes très collé à la structure de l'État. Ce qui paraît hors structuration de l'État, apparemment ça vous gêne un tout petit peu. Que dites-vous du dialogue que tout le monde insiste, sur lequel tout le monde insiste? Dialogue, dialogue, dialogue. Lorsqu'on parle, lorsque vous entendez les acteurs politiques piluler autour de dialogue, où se situe vraiment la structure de l'État dans ce dialogue-là? Est-ce que ce dialogue permettra de résoudre des problèmes politiques que nous avons dans notre pays, peut-être des dossiers, des dossiers purement institutionnels où le dialogue ne servira que d'une ristourne des politiques pour justement se refaire une santé politique, s'offrir un poste institutionnel et puis passer à autre chose? Est-ce que ce dialogue va vraiment résoudre les problèmes que nous avons en termes de gouvernance, en termes de la territorialité, en termes du point de vue sécurité? Est-ce que ce dialogue vraiment est urgent pour nous? Je suis favorable à ces dialogues ici. Un dialogue où on va retrouver sur la table les Congolais qui voient les choses dans la même direction. Ça veut dire les Congolais qui ont décidé de mettre le Rwanda dehors. Je ne suis pas favorable à un dialogue, il faut mettre sur la table les poulains du Rwanda. Non. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Tout celui qui représente les intérêts du Rwanda doit être mis à l'écart. Mais là vous détruisez le principe de l'inclusivité. Les gens confondent inclusivité à unanimité. Oui. Est-ce que vous définissez l'inclusivité de la même manière avec ceux de l'opposition? Écoutez, l'inclusivité n'a pas besoin d'un camp. L'inclusivité est un terme neutre. Okay. Ça a une définition littéraire. Okay. Ce n'est pas tributaire à un parti politique. Okay. Quand on dit inclusif, ça veut dire c'est un élément qui inclut toutes les forces en présence d'un État pour un objectif. C'est ça, inclus. Okay. Mais dans l'inclusivité, vous n'allez pas trouver l'unanimité. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde. Vous savez, aujourd'hui dans notre pays, je vous ai dit que nous sommes en guerre avec le Rwanda. Ça veut dire ceci. La face A, c'est le Congo. La face B, c'est le Rwanda. Du Congo, du côté Congo, nous devons parler le même langage. Okay. Si on n'est pas en mesure de parler le même langage contre le Rwanda, ça veut dire qu'on n'est pas Congo.
Comment voulez-vous qu'on mette sur la table des négociations, dans une guerre qui oppose la RDC au Rwanda, ceux qui apportent le message du Rwanda, mais vous voulez les mettre du côté congolais? Ça n'a pas de sens. La guerre, c'est entre le Congo et le Rwanda. Comment les gens qui vous disent qu'ils collaborent avec le Rwanda, ils s'assument? Et vous savez quoi? Ils ont pensé que quand ils disent collaboration, c'est atténuer les chocs. Non, en fait, collaboration, c'est grave par rapport au soutien. Nous disions même qu'ils sont soutenus. Mais la collaboration est plus grave. C'est la complicité, au fait. Non, c'est grave. Ok. Dans la collaboration, vous avez 3 éléments qui transparaissent. Vous avez la coordination d'action, vous avez la planification des intérêts et vous avez le lien de subordination dans une collaboration. Exactement. Alors maintenant, posez la question entre le M23 et le Rwanda. Qui est le subordonné de qui? Vous avez la réponse. Maintenant, comment vous allez nous demander à nous de traiter avec les subordonnés du Rwanda pour une question congolaise? Non, je traiterai avec des Congolais pour une question congolaise. Mais ne voyez-vous pas que ce dialogue risquera d'être monodirectionnel parce que la grande partie de l'opposition congolaise veut à ce que le dialogue puisse impliquer ceux-là qui ont recouru. Ça ne sera pas un dialogue monodirectionnel, ça sera un dialogue des Congolais qui voient les choses dans la même direction. S'il y a des opposants qui estiment qu'ils doivent faire... Mais si l'opposition maintenant refuse et qui est conditionnée justement la tenue de ces dialogues par la participation... Posons la question. Oui. Les dialogues figurent dans quel calendrier politique électoral du président Félix? Pour que ce soit une obligation. On peut ou ne pas la tenir, ne pas le tenir, ces dialogues. On peut ou ne pas. Mais il y a une nécessité. C'est dans aucun calendrier. Il y a une nécessité. La nécessité n'est pas d'organiser le dialogue. La nécessité de rétablir la paix. Et si ça fait passer par un dialogue, tant mieux. Mais ce n'est pas la seule solution que nous avons. Donc, on peut s'en passer et restaurer la paix par d'autres voies. Voilà, ça va se passer comme ça. Les dialogues ne doivent pas être une blanchisserie politique pour les criminels. Très bien. Non. Ne doit pas être une blanchisserie politique pour les détourneurs, les voleurs d'État, ceux qui ont pillé les caisses d'État. Non. Mais pourquoi je veux un dialogue? S'il faudrait qu'il y ait dialogue. Un dialogue du peuple. Le dialogue du peuple que moi je vois, s'il faut impérativement un dialogue, discutons sur les choses, discutons sur les questions de développement d'État. Regardez dans mon pays aujourd'hui. Pourquoi jusqu'à ce jour, nos enfants continuent d'étudier Napoléon Bonaparte, Louis XIV, Jeanne d'Arc, avec un accent pondéré, alors qu'ils connaissent moins l'histoire de Kimbangu, Lumumba, Gizenga, Kimpavita. C'est d'ailleurs ça la dimension structurelle de l'État, au fait. Pourquoi, s'il vous plaît, oui, ici dans mon pays, dialogue? Pourquoi tout le monde doit apprendre les mathématiques? Je respecte la discipline mathématique, je suis moi-même issu de la session scientifique. Mais pour ma part, ce n'est pas tout le monde qui doit faire les mathématiques. C'est pas tout le monde. Pourquoi on doit apprendre, on doit bourrer la trigonométrie à un excellent footballeur, un excellent musicien, un excellent avocat? Donc il faudrait qu'il y ait des réformes. Des réformes. Je voudrais un dialogue sur les réformes. Les SMIC. Alors ce dialogue-là n'aura pas tendance politique, ce sera plus un dialogue des élites, des scientifiques, des gens qui réfléchissent comment refonder l'État. Je veux un dialogue d'État. Ok. Je ne veux pas un dialogue des politiciens. Ok. Je n'en ai pas besoin. Je veux un dialogue d'État. Pourquoi est-ce que dans mon pays, aujourd'hui, on ne peut pas revoir ce que dans mon pays, où la pensée coloniale a mis dans la tête de l'homme congolais que le français, parler bien français comme on essaie de le faire ici, vaut un niveau de vie ou vaut une classe sociale. Pourquoi on a mis ça dans les têtes des gens? Pourquoi? Dites-moi un peu. Pourquoi dans nos écoles, les civismes doivent avoir 5 ou 10 points et les Français, lui, il a 50 points? Pourquoi? C'est comme ça que la conséquence, aujourd'hui, vous avez des gens qui vous parlent un très gros français, mais ils sont mal éduqués. Un civique. Parce qu'on a négligé les civismes. On a privilégié les Français. Très bien. Je voudrais que s'il y ait dialogue dans mon pays, veillez sur les mesures d'applicabilité ou d'application du SMIG. Le SMIG, aujourd'hui, il est à 21 500. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme thérapie de choc pour que l'homme congolais qui travaille, soit chez un étranger,
soit chez l'État ou chez le Congolais, que ce SMIC-là soit, ne serait-ce que respecté. Nous allons créer une classe moyenne comment? Si déjà il n'y a pas assez de contrôle pour les béabas des conditions sociales. Mais ne pensez-vous pas que ça ne doit pas être des questions forcément qui doivent être abordées au niveau du dialogue, mais ça peut être abordé au niveau du cadre institutionnel. Nous avons les parlements, les assemblées provinciales. Je veux un dialogue. Ça sont des éléments que je prends comme ça. Ouais. Mais quand vous dites que ça ne peut pas rester seulement au niveau des institutions, oui, mais tout ce qu'ils disent là, ces gens-là, ça, pourquoi ils ne traitent pas aussi au niveau institutionnel? Dites-moi un peu, quelles sont ces revendications qu'ils ont? C'est quoi? Parce que il a vraiment une haine envers les M23, alors qu'il y a peut-être 20 ans, votre leader politique était presque dans le même mouvement que les M23. Lui aussi, il a recouru aux armes pour combattre un président en fonction. Ce sera d'ailleurs la dernière question de ce plateau. Ne voyez-vous pas que les M23 font aujourd'hui ce que Jean-Pierre Bemba a fait il y a peut-être 25 ans ou 26 ans passés? Je ne sais pas ce que vous entendez par faire ou ne pas faire. Rébellion. Voilà, très bien. Allons dans le contexte. Loin de moi l'intention de justifier les tueries. Vous savez que j'ai horreur des tueries et des massacres. Okay. Je ne justifie les tueries de personne. Okay. Mais revenons dans le contexte, mettons les choses au point. Ouais. L'AFDEL arrive au pouvoir par quel moyen? Coup d'État. Ouais. L'AFDEL n'est élu nulle part. Laurent Désiré Kabila, pour qui j'ai beaucoup de respect, n'a été voté nulle part. Mais il y avait déjà une légitimité parce qu'il y avait un décret quand même d'un président mis en place. Il n'y avait aucune légitimité. Il n'y avait que la légalité. La légalité. La légitimité, c'est l'acceptation populaire. Ok. Or, dans un État démocratique, la légitimité est quantifiée. Et ça ne se quantifie que par voie électorale. Qui a élu Laurent Désiré Kabila? Personne. Il n'était pas légitime. Ça veut dire que Bemba avait raison de recourir aux armes. S'il vous plaît. Oui. Lorsque on parle de rébellion, plusieurs auteurs l'ont déjà défini. Vous avez Hans Kelsen, Maurice Diverchet, Carl Schmitt, Georges Burdeau. Ils vous diront que la rébellion, c'est le fait de s'opposer militairement à un gouvernement légitimement établi. Là, on est en sciences politiques, droit constitutionnel. Okay. Or, si un pouvoir n'est pas légitimement établi, ça veut dire élu par le peuple dans un État démocratique, on ne peut pas parler des rébellions. On ne peut pas parler, on va parler de quoi? On ne peut pas appeler ça comme vous voulez, conflit révolution. Armé. Non, j'ai dit, prenez les termes que vous voulez, conflit armé, tout ce que vous voulez, groupe armé, c'est que vous voulez. Donc, pour Maître Djaga Djamba, du moins rébellion. Le MLC, à l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila, n'était pas une forme de rébellion. Ça n'en était pas une, parce que la science ne concède pas cette signification à une rébellion. Parce que ça repose sur quoi? Le droit constitutionnel voudrait que, avant d'obtenir le pouvoir, il faut avoir les mandats. Et les mandats n'est conféré que par les mandants, parce que vous êtes mandataire. Je vous pose la question. Laurent Désiré Kabila avait reçu les mandats de quel peuple? Ce qui n'est pas le cas avec Tshisekedi. Tshisekedi a été élu. Donc, ils ne font pas la même chose. Je dis ceci, je précise. Je n'encourage pas les tueries. Non. Je ne justifie pas les massacres de quelqu'un. De part et d'autre. De part et d'autre. Ok. Je ne justifie pas ça. Si quelqu'un a commis quoi que ce soit, l'histoire le jugera ou, je ne sais pas, les institutions. Mais je parle du concept. Ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, un élément qu'il faut soulever. Je vous donne un exemple. On termine. Oui. Je vous donne un exemple très simple, mon cher frère. Nous sommes ici avec vous. Supposons que même par impossible, même par miracle, Corneille Nangaa arrivait à renverser Tshisekedi, prenait le pouvoir. Vous prenez les armes contre Corneille Nangaa. En quoi est-ce que vous êtes rebelle? Nangaa a obtenu le pouvoir de qui? Qui vous a autorisé de nous commander? Mais au moins, Mouzé Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, il a été applaudi par la population. On l'a appelé libérateur. Tout ça, Maître Djaga Djamba. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Voilà, ce n'est pas très ravi de vous recevoir sur ce plateau. Là. Et je pense que très prochainement, nous allons encore vous recevoir. L'honneur sera nôtre de vous recevoir encore à nouveau pour parler justement de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi d'avoir
d'avoir regardé, d'avoir suivi ce programme Dossier d'État. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour une autre matière à aborder. Prenez bien soin de vous, sachez que le Congo restera un et indivisible.